Bonjour à tous, donc comme on vient de vous le dire, je suis professeure à l'École des Mines et je travaille donc au Centre de bioinformatique qui a la particularité d'appartenir à une structure plus grande puisque nous sommes associés à l'Institut Curie et à l'INSERM et que nous faisons donc partie d'une unité U900. Donc pour cette raison, nous travaillons pas uniquement, mais principalement sur des données en lien avec le cancer. Donc, alors, je vais passer assez rapidement parce que je pense qu'il y a pas mal d'orateurs qui en ont déjà parlé. Notre travail s'insère en fait dans un certain nombre de grandes questions, de grands défis en santé aujourd'hui. Donc on a parlé de médecine personnalisée, mais nous on aime bien parler de médecine de précision parce que ça laisse sous-entendre que dans le passé, le médecin ne faisait pas une médecine personnalisée. En fait, tous les médecins, bien sûr, prennent en compte le patient depuis toujours. Simplement, aujourd'hui, l'accès à des données permet de plutôt faire ce qu'on appelle, s'orienter vers une médecine de précision. Et parmi les problématiques que nous abordons au labo, c'est par exemple comment donner le bon médicament au bon patient, puisque en fait il y a des patients, alors c'est particulièrement vrai en cancérologie, mais pas uniquement, qui pour la même maladie apparente en fait vont avoir des pronostics différents et des réponses au traitement différents. Nous travaillons aussi sur, bien sûr, et c'est lié d'ailleurs, sur améliorer la précision du diagnostic, c'est-à-dire comment stratifier les patients, puisque ça oriente les choix thérapeutiques. Je travaille également depuis assez longtemps sur identifier de nouvelles cibles thérapeutiques, c'est-à-dire en fait, en général, identifier des protéines qui sont impliquées dans les pathologies que l'on considère. Et puis je travaille également sur identifier de nouveaux candidats médicaments, alors j'en parlerai rapidement, c'est-à-dire comment identifier de nouvelles molécules capables d'interagir avec ces cibles, ou éventuellement comment repositionner des molécules, des médicaments connus, c'est-à-dire des médicaments qui ont d'autres cibles connues, qui pourraient éventuellement trouver une nouvelle application contre une nouvelle cible thérapeutique. Alors, comment parvenir à contribuer à ces grands défis? Alors, il y a bien sûr une démarche qui consiste à mieux comprendre les mécanismes biologiques, une compréhension approfondie des mécanismes biologiques des maladies. Donc ça, c'est plutôt nos collègues, on va dire, de l'Institut Curie qui ont ce type d'approche. Et nous contribuons plutôt par l'autre extrémité, c'est-à-dire par des approches data-driven, on va dire en lien avec, évidemment, la compréhension biologique. Et les questions qu'on résout, c'est comment exploiter la richesse des données biologiques qui sont aujourd'hui accessibles pour, conjointement avec les biologistes, résoudre un certain nombre de problèmes. Et évidemment, c'est là que tout le rôle de l'IA se place. Alors, comme d'autres intervenants l'ont signalé, il y a aujourd'hui donc une avalanche de données auxquelles on a accès. Donc, ce sont des données qui peuvent être, bien sûr, des données cliniques, mais aussi des données moléculaires, cellulaires. Alors, on peut citer, par exemple, des données au niveau phénotypique sur des cellules. Ça peut être des données d'interactomes, donc des interactions, par exemple, entre des protéines ou des gènes, des données de transcriptome, de métabolome, de méthylome, etc. Donc, les problématiques qui se posent sont comment extraire de ces données donc, massives, mais surtout, ou par ailleurs hétérogènes, c'est-à-dire de nature très différente, une information qui va être exploitable. Alors un exemple, ça peut être, on a une cohorte de patients atteints de cancer et on essaye, à partir d'un certain nombre de données, de finalement, si ces patients ont, on va dire, apparemment cliniquement des maladies, on va dire, non discernables, est-ce qu'on est capable finalement de retrouver finalement des patients de différents sous-types à partir de données qu'on peut choisir et qui va par exemple conditionner leur réponse au traitement. Alors ici, ça peut être un exemple ici de clustering non supervisé ou de classification supervisée. Alors,
de particulier les données en santé, en tout cas celles dont nous servons, c'est qu'elles sont de nature très différente. Donc ça peut être des données continues, des données binaires, des données structurées. Elles sont extrêmement hétérogènes. Donc ça peut être du texte, de l'image, des séquences génétiques, etc. Et puis ça a été évoqué en d'autres termes. Moi j'ai choisi une présentation extrêmement qualitative plutôt pour vous faire toucher du doigt les problèmes qui se posent. Ce qu'elles ont de particulier dans le domaine des données, c'est qu'on a plutôt des fat data que des big data. Alors ce que j'entends par fat data, c'est on va avoir des data en grande dimension, donc qui vont être décrits par un grand nombre de paramètres, qu'on appelle P, avec peu d'échantillons, c'est-à-dire en général peu de patients, c'est-à-dire de la centaine à quelques milliers. C'est ce qu'on appelle classiquement le problème qui a déjà été évoqué par les intervenants précédents, le small n, large p problème. Donc ça va conduire à des contraintes sur les algorithmes. En fait, ces deux caractéristiques. D'une part, comment intégrer des données hétérogènes, comment tirer parti de ces données, puisque ce qu'on observe en pratique, c'est que souvent, on a un peu d'informations présentes dans chacun de ces types de données, et que souvent, c'est le fait de pouvoir les interpréter de manière conjointe qui permet de faire sortir une information pertinente pour la question qu'on veut résoudre. Et d'autre part, comment être robuste au contexte particulier qu'on trouve dans ces données de santé, qui est d'avoir n très inférieur à p. Alors, très qualitativement, en fait, nous avons travaillé depuis assez longtemps sur les méthodes à noyau. Donc, ce sont des méthodes qui permettent, en fait, qui sont particulièrement adaptées à l'intégration de données hétérogènes. Donc là, c'est vraiment très qualitatif. Un noyau, en fait, c'est une matrice. Ici, c'était un travail qui consistait à prédire la toxicité de molécules sur des lignées cellulaires différentes. Et donc, nous avions ici des matrices carrées. Donc, on a dans les deux dimensions des cellules, différents types cellulaires, dont on mesurait la similarité à partir de données de types très différents. Donc, ça peut être, par exemple, des SNP. Ça peut être des données d'expression sous la forme de données RNA-seq, et qu'on peut intégrer grâce à la méthode à noyau pour définir des mesures de similarité qui permettent de rendre compte de la similarité des cellules sur la base en intégrant différentes caractéristiques de ces cellules. Et alors, je n'ai pas du tout les détails ici, je ne présente pas les détails de ces études, mais en gros, ça nous a permis, c'était dans le cadre d'un challenge DREAM, d'avoir de très bons résultats sur la prédiction de la toxicité de différentes molécules sur différentes lignées cellulaires. Alors, pour ce qui est de... Je vais vous présenter maintenant très qualitativement comment on peut essayer de résoudre le problème de n très inférieur à p. Où est le problème et puis qu'est-ce qu'on peut faire. Donc sur un exemple vraiment avec les mains d'un algorithme de classification supervisé, dans un cas simple où on n'est pas dans ce cas de figure-là, on va avoir par exemple 19 patients donc qui sont représentés chacun par des points noirs ou blancs, qui sont décrits chacun par deux paramètres. Donc on suppose que chaque patient finalement peut être représenté par un point dans un espace à deux dimensions. Et puis on va avoir par exemple la classe noire qui va être la classe des patients qu'on a identifiés comme répondant à un traitement, et la classe blanche, ceux qui sont résistants à un traitement. Et ce que fait l'algorithme, c'est qu'il apprend un modèle qui permet de séparer les patients en deux classes, qui les séparer au mieux. Donc ici, le modèle, c'est qualitativement ici une droite. Si on a un nouveau patient dont on connaît les paramètres et qu'on le projette dans cet espace, eh bien on va prédire sa classe, donc savoir s'il va être résistant ou sensible au traitement en fonction de sa position par rapport au séparateur. Alors, pour un exemple comme ça, c'est très simple et ça se passe bien. En pratique, on n'est pas du tout dans la vraie vie, enfin, en tout cas avec les données que nous manipulons. On va avoir en général des données qui sont plutôt où on a un petit nombre, on va dire un nombre de patients bien plus faible que la dimension de l'espace dans lequel on va décrire ces patients. Donc ici, par exemple, ce sont des données d'expression de gènes. Donc chaque patient est une horizontale et chaque point ici
qui décrit un patient donné, va être le niveau d'expression des, mettons, 20 000 gènes qui sont exprimés. Ou bien ça peut être des mutations dans ces gènes. Et donc, effectivement, on se retrouve avec des données, des dimensions. Typiquement, les dimensions avec lesquelles on travaille, ça va être de 10 puissance 4 à 10 puissance 7, hein, étant donné, compte tenu du type de données que l'on travaille, avec un nombre de patients bien plus faible. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? On a des performances de prédiction qui sont très faibles et surtout qui sont instables, qui manquent terriblement de robustesse, en particulier par rapport au jeu de données, c'est-à-dire aux patients, aux cas sur lesquels on fait l'apprentissage. Alors, pour exemple, je cite ici 2 papiers qui ont fait vraiment référence dans le domaine du cancer du sein. Et donc, l'idée, ce sont 2 études qui ont été publiées par 2 groupes différents, l'un en 2002, l'autre en 2005. Et donc, la question qu'ils se posaient, c'était est-ce qu'à partir du profil d'expression des gènes de patientes atteintes du cancer du sein et qui étaient en rémission, est-ce qu'on peut prédire le risque de rechute? Et donc, ils ont étudié un ordre de grandeur de gènes de l'ordre de 20 000 gènes, et ils ont essayé de classer les gènes sur la base de leurs données qui prédisaient finalement la rechute. Et ils ont sélectionné quelques dizaines de gènes dans les 2 études, mais finalement, quand on regarde l'intersection, il n'y a que 3 gènes en commun. Donc, on peut se poser la question, est-ce qu'on peut avoir confiance, est-ce qu'on peut croire en ces signatures qui permettent de prédire la rechute? Et la raison pour laquelle on rencontre ce problème, c'est ce qui est connu par les gens du métier, par le problème de l'overfitting, c'est-à-dire le nombre d'exemples pour apprendre étant beaucoup plus faible que la dimension. En fait, le prédicteur, le modèle qui est appris, va coller beaucoup trop aux données et va éventuellement avoir de très bonnes performances en validation croisée sur le set d'apprentissage, mais de très faibles performances de généralisation, c'est-à-dire si on a un nouveau patient qui n'était pas dans l'étude, sur lequel dont les données n'ont pas servi à apprendre le modèle, on va pas du tout être performant. Alors, qu'est-ce que peut faire le machine learning? Alors, évidemment, l'idée, c'est d'essayer soit de réduire P, soit d'augmenter N. Alors, pour réduire P, ce qu'on peut faire, c'est tenter d'utiliser de la connaissance préalable, de la connaissance biologique préalable qu'on a sur le problème qu'on étudie, pour réduire l'espace dans lequel les données du patient sont encodées. Et l'intuition sous-jacente, en fait, c'est qu'on a effectivement un grand nombre de variables. On peut avoir, par exemple, un grand nombre de gènes dont on suit l'expression, mais on s'attend à ce que finalement, il n'y ait qu'un petit nombre de variables, que le nombre de variables impliquées dans le trait qu'on veut prédire, c'est-à-dire par exemple la rechute, un cancer, est très inférieur à P. C'est-à-dire que le nombre de gènes qui vont conditionner la rechute est probablement très inférieur au nombre de gènes dans le génome humain. Donc il y a des méthodes assez générales dites de régularisation, donc comme le lasso, qui a été cité par les conférenciers précédents. Mais on peut aussi augmenter N. Alors, augmenter N, ça veut dire quoi? Ça veut dire récolter plus de données. Donc, on a compris que ça va être difficile parce qu'on va rarement pouvoir avoir des cohortes de patients qui vont atteindre le million de patients. Et sinon, une méthode qu'on appelle le multitask dans le domaine consiste à partager de l'information disponible pour des problèmes différents. On appelle ça des tâches, mais qui sont similaires. Donc, je vais donner quelques exemples pour illustrer ça. Alors, tout d'abord, donc je reviens. Je vais d'abord présenter des résultats sur réduire P et puis d'autres sur augmenter N. Alors, le GWAS a déjà été présenté par un collègue tout à l'heure, donc ça va me permettre d'aller plus vite. Donc, l'idée du GWAS, c'est étant donné les variations observées dans le génome, est-ce qu'on est capable de prédire un trait, donc de clusteriser des patients et comment sélectionner des variables qui vont permettre d'expliquer le trait afin de réduire le rapport N sur P. Alors, ce sur quoi nous avons travaillé au laboratoire, donc en dehors des méthodes, on va dire, classiques de régularisation comme le lasso,
c'est l'intégration préalable de données biologiques, par exemple sous la forme de réseaux. Donc là, alors les réseaux génétiques, ça peut être à peu près ce qu'on veut, ça dépend du problème. Ça peut être un réseau d'interaction protéine-protéine, ça peut être un réseau métabolique, ça peut être un réseau de transcription. Et donc, en fait, ici, chaque point du réseau est en fait une variable, une des p-variables. La connaissance préalable qu'on a sur la biologie du système qu'on étudie permet de construire un réseau dans lequel on a une arête entre les variables qui sont en interaction, qui interagissent, et on s'attend à ce que si le réseau qu'on a retenu est pertinent par rapport au problème que l'on veut résoudre, on s'attend à ce que, enfin plutôt, on va construire un modèle tel qu'il va sélectionner préférentiellement des variables qui se trouvent être proches sur le réseau, proches sur le graphe que l'on a construit. Par exemple, on a travaillé sur la prédiction de la réponse au traitement de anti-TNF-alpha pour des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde, et on avait utilisé comme connaissance préalable les réseaux d'interaction, les réseaux de gènes qui sont impliqués dans l'inflammation et dans la polyarthrite rhumatoïde. Et donc, en fait, le principe, c'est de privilégier des modèles dans la recherche, dans l'optimisation, privilégier des modèles qui vont retenir des variables qui sont connectées sur le réseau. Donc, c'est un type d'approche qu'on appelle l'apprentissage automatique sous contrainte. Pour augmenter N, nous avons travaillé depuis assez longtemps sur des méthodes d'apprentissage multitâches. Alors, le multitâche, ça consiste à, lorsqu'on a plusieurs problèmes à résoudre, pour lesquels on a sur chacun des problèmes peu de données, plutôt que de faire chercher un modèle pour chacune des questions, on va essayer de résoudre conjointement chacun des problèmes en partageant les données disponibles pour chacun des problèmes lorsque ces problèmes se ressemblent. Alors, je vais prendre un exemple, vous comprendrez assez rapidement ce que je veux dire. Donc, ça permet finalement de partager l'information disponible pour chacune des tâches. Et ce sont des algorithmes qui appartiennent à la grande famille des algorithmes qu'on appelle de transfer learning. Alors, j'ai travaillé depuis assez longtemps sur la prédiction des interactions protéines-ligands, en particulier pour prédire donc, les cibles des médicaments. Et plus précisément encore, lorsqu'on a un médicament dont on connaît la cible principale, les effets secondaires sont très souvent liés en fait, aux cibles secondaires, c'est-à-dire aux protéines reconnues, aux protéines auxquelles se lie de manière un peu accidentelle ce médicament. Donc le principe, c'est on a un médicament avec sa cible principale. Les effets secondaires sont liés à ce qu'on appelle les off-target, c'est-à-dire les protéines secondaires sur lesquelles il se lie. Et ce qu'on veut faire, c'est, étant donné un nouveau médicament dont on connaît la cible, est-ce qu'on peut prédire à l'échelle du génome, à l'échelle du protéome plutôt, les off-target pour, par exemple, prédire les effets secondaires potentiels. Et donc l'idée, c'est, au lieu d'avoir un médicament pour lequel on cherche à... Donc les points ici sont les différentes protéines, les cibles. On veut prédire pour chaque médicament ou chaque candidat médicament quelles sont ses cibles, sachant qu'on a pour chacun des médicaments peu de cibles protéiques connues. On va en fait conjointement prédire les cibles des différents médicaments en partageant pour chacun les cibles qu'on connaît, et le partage de cette information va être le partage des cibles va dépendre de la similarité entre deux molécules, c'est-à-dire plus deux molécules se ressemblent, plus leurs cibles connues vont être partagées au moment de l'apprentissage, avec l'intuition sous-jacente que des molécules similaires se lient à des cibles similaires et réciproquement. Voilà, donc nous avons sur l'aspect multitâche, c'est juste un résumé de plusieurs publications que nous avons sur le domaine. Là où on a cherché, un exemple où on a cherché à prédire la sélectivité de molécules dans une famille de protéines données qui sont les PCR. Ici, c'était une étude récente sur prédire à l'échelle du protéome les cibles secondaires. Ici, c'est finalement le papier dont je vous ai parlé pour la prédiction de la toxicité des molécules
sur un ensemble de lignées. Donc ici, les tâches étaient les lignées. Et une dernière étude qui est en cours de publication auquel nous avons travaillé, qui était la prédiction, donc c'est un algorithme qui s'appelle Lotus, qui est la prédiction en fait de gènes drivers pour le cancer, pour des types de cancers donnés. Donc on connaît des gènes drivers de cancer, donc soit oncogènes, soit gènes suppresseurs de tumeurs. Il y a de grandes études pan-cancer, c'est-à-dire on mélange toutes les mutations connues dans des gènes sur tous les cancers et on essaie de prédire de nouveaux gènes drivers. En revanche, il y a beaucoup moins d'études et on connaît beaucoup moins de choses par cancer, c'est-à-dire que les cancers vont partager un certain nombre de mécanismes communs, ce qui explique qu'il y a des drivers communs à tous les cancers, mais chaque type de cancer va avoir ses spécificités propres, et donc on sait qu'il y a aussi des drivers qui vont être spécifiques des cancers, mais pour faire ces prédictions, il y a évidemment beaucoup moins de données accessibles par cancer. Et donc en partageant, grâce à un algorithme multitâche, les informations connues entre différentes maladies, nous avons ici des ROC curves entre donc des algorithmes qui ont été publiés dans le passé, qui ne sont pas multitâches, et en noir, l'algorithme que nous avons développé qui montre qu'on a de nettement meilleurs résultats. Voilà, et donc je voudrais remercier les participants aux études que j'ai présentées et puis tous les membres du CBio de Mines ParisTech. Merci de votre attention.